Élue dans Marguerite Bourgeois en 1998, Monique Jérôme Forget devient présidente du Conseil du Trésor en 2003. Elle met en branle un imposant projet de réingénierie de l'État. Monique Jérôme Forget est rapidement dépeinte comme une femme de décision qui n'a pas peur d'affirmer ses convictions. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Jérôme Forget. Bonjour, M. Morin. Il est arrivé un incident lorsque vous étiez ministre dans un magasin à Montréal où vous étiez intervenu pour dire, écoutez, moi je suis ministre là et vous m'imposez une double taxe. Et ça avait été, je ne dirais pas espionné, mais quelqu'un vous avait observé et ça avait finalement paru dans les journaux. Est-ce que je ne pense pas que j'étais espionnée, là? Je n'étais pas aussi importante que ça. Je n'étais pas espionnée. Je pense qu'il y a eu un hasard. Est-ce que j'ai été naïve puis il n'y avait pas d'hasard? Pas du tout. Peut-être que la fille m'avait suivie parce qu'elle était amie avec un journaliste du Journal de Montréal. Et donc, elle m'avait peut-être suivie parce qu'elle s'est dit, je vais voir qu'est-ce qu'elle dit, etc. Je n'ai aucune idée. Mais c'est exact. Et là, pour moi, je suis d'accord qu'il faut payer toutes ces taxes. D'ailleurs, moi, j'ai soulevé beaucoup l'ire des Québécois quand je dis que quelqu'un qui accepte de payer au noir ses travaux dans sa maison fait de la fraude. Je le dis encore. Si vous faites des travaux dans votre maison, puis vous ne chargez pas, l'entrepreneur ne vous charge pas toutes les taxes, puis vous, lui, il ne déclare pas ce revenu-là, ça s'appelle de la collusion et de la corruption. À petite échelle, mais ça en est quand même. Pas si petite échelle que ça. Pas si petite échelle que ça. Quelqu'un qui refait sa cuisine et qui dépense, je ne sais pas moi, 50 000 $, c'est beaucoup de revenus de l'État qui est passé, dans le fond, qui n'est pas recueilli par l'État. Et c'est de la fraude, de la collusion et de la corruption. Okay? Alors, disons qu'à cet égard, ce qui est arrivé, c'est que la dame voulait me charger. Je retournais un objet que j'échangeais. Elle voulait me charger la taxe. J'ai dit, Madame, la taxe a été payée une fois, là, sur ça. Vous ne pouvez pas me la charger deux fois. Oui, nous, c'est notre politique. Ce n'est pas une question d'avoir un politique différent au magasin ici, là. Ça, c'est une politique. La taxe, là, ce n'est pas une politique de votre magasin, c'est une politique de l'État. Oui, mais notre politique, etc. J'ai dit, Madame, moi, d'ailleurs, je ne pense pas d'avoir dit que j'étais ministre. Je pense d'avoir dit que je travaillais au gouvernement. Et là, j'ai laissé ma carte de crédit, là. J'ai dit, allez demander à votre patron, demain ou après-demain, je vais revenir, chercher ma carte, mais je veux que ce problème-là soit réglé. J'ai laissé ma carte de crédit là. J'ai quitté. Alors, je suis revenue, évidemment que là, ça avait été réglé, etc. Et là, page 3 dans le Journal de Montréal. Alors, je me rappelle de mon chef de cabinet qui avait dit « Ah, qu'est-ce que tu as fait encore, Monique? » Alors, je devais lui causer des cauchemars occasionnels parce que j'avais la réputation de parler franc. Ça, j'ai toujours eu les journalistes le savaient. Je donnais leur juste, généralement. Si je ne pouvais pas parler, je leur disais « Je ne peux pas parler. » Pourquoi? Parce que je ne peux pas parler. Mais pourquoi? Hey, je vous ai dit, je ne peux pas parler. OK? C'est clair, là? Bon, c'est clair? Bon, c'est fait. Votre rigueur à gérer les finances publiques était très appréciée des milieux d'affaires. Par contre, avec les syndicats, c'était pas mal plus, je dirais, en opposition. Est-ce que vous aviez une approche différente avec les milieux syndicaux? Bien, écoutez, c'est clair qu'au niveau de la négociation pour 500 000 employés, il est clair que ça n'a pas été facile. Ça s'est terminé par une loi spéciale.
Mais rappelez-vous que moi, j'avais pris la décision de régler le dossier de l'équité salariale. C'est un dossier, moi, ça, l'équité salariale, je disais toujours aux gens, moi, je suis très vieille, ça faisait 30 ans qu'on parlait d'équité salariale. Alors, je me suis dit, là, je suis dans un poste, là, où ça peut être réglé, c'est moi qui suis responsable de ça, je vais le régler. Mais pour régler l'équité salariale, rappelez-vous que le dossier de l'équité salariale, le gouvernement ne peut pas imposer sa décision. Il doit s'entendre avec ses partenaires. Or, le gouvernement du Parti québécois, de M. Bouchard, avait fait passer dans la loi un article qui disait ceci, que le gouvernement, lui, avait réglé l'équité salariale. Donc, n'était plus soumis à l'évaluation de l'équité salariale. Or, les syndicats ont contesté cet article de loi et une juge de la Cour supérieure a dit qu'effectivement, le gouvernement ne pouvait pas se soustraire de cet exercice de l'équité salariale, qu'il y avait eu des contestations et l'équité salariale, c'était une approche où il fallait s'entendre. Elle ne pouvait pas imposer sa décision. Donc, nous, on a pris la décision, suite à ma recommandation, de respecter la décision de cette juge. Et comme on respectait la décision de cette juge, ça veut dire qu'il fallait qu'on renégocie l'équité salariale. J'avais une personne qui travaillait pour moi, qui était une personne remarquable, Marcel Gilbert, qui m'avait avancé des chiffres. Ça va être au moins 350 millions. Peut-être 500 millions, Mme Jérôme Forget. Alors là, moi, j'étais dans tous mes états parce que je devais arriver au déficit zéro. Et là, alors donc, j'ai décidé dans la négociation de mettre des paramètres de 2 % par année, y compris l'équité salariale. J'ai mis 12,6 %. 2 % par année pendant 6 ans. Et alors là, j'avais donné 3 ans à 0 augmentation pour me mettre de l'argent de côté pour aller régler l'équité salariale. Suite à des négociations que j'ai faites avec les centrales syndicales, j'ai cédé sur un 2 %. Mais j'ai gardé 2 autres années à 0 d'augmentation parce que, rappelez-vous, avec la loi d'équité salariale, on ne pouvait pas augmenter un groupe plus qu'un autre. Donc, j'ai gelé tout le monde, femmes, hommes, pendant 2 ans, pour après ça aller régler l'équité salariale. Mais j'avais une boîte noire. Je ne savais pas combien allait coûter l'équité salariale. Et d'ailleurs, à la fin, ça ne s'est pas terminé à 12,6 %. À la fin, ça s'est terminé plus proche de 14 %. Donc, l'équité salariale a coûté beaucoup plus cher, plus de 875 millions de dollars par année récurrent, plus un arriérage de 1,8 milliard de dollars. Donc, il y avait énormément de gens, 250 000 personnes, principalement des femmes, mais pas exclusivement des femmes, qui ont reçu des chèques importants, un chèque de 10-15 000 $. D'ailleurs, le dossier de l'équité salariale avait, m'a-t-on dit, augmenté la croissance économique de 1 %. C'est important, ça, 1 %. Simplement à cause de l'argent liquide qui avait été donné aux gens qu'ils avaient dépensé, que les gens avaient dépensé par la suite. Alors, donc, c'est vrai, avec les centrales syndicales, c'est clair qu'ils n'étaient pas heureux ni des PPP, à tort d'ailleurs, à mon avis, mais pour les négos, ils avaient raison de protester parce qu'ils trouvaient que 2 ans à 0, c'était exagéré. Bon, moi, j'estimais que j'avais raison de le faire. Et encore aujourd'hui, ayant réglé l'équité salariale, je n'aurais pas pu régler l'équité salariale. Mais, voyez-vous, c'est avec les centrales syndicales que j'ai réglé l'équité salariale. Il fallait que je m'entende avec elles et je me suis entendue à beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu. Mais, rappelez-vous, j'avais gardé de l'argent de côté. J'avais regardé 500 millions de côté, mais ça m'en coûtait 875. Ça me coûtait plus cher. Il fallait que je le trouve ailleurs. Parce que, vous savez, c'est les vases communicants. Hein? Au Trésor, on enlève à un pour donner à l'autre, on donne à l'autre, on enlève à un. C'est pas sorcier. On n'imprime pas l'argent. On n'imprime pas l'argent au Trésor.
Cette négociation-là s'est terminée par une loi spéciale pour mettre fin à la négociation. Est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement, parce que ce n'était pas la première fois non plus qu'une loi spéciale mettait fin aux négociations dans le secteur public? D'ailleurs, cette loi spéciale m'a ébranlée. Vous avez raison, il y avait eu plusieurs lois spéciales qui avaient été passées, et ça se joue beaucoup sur le plan politique. Rappelez-vous, un jour, M. Bouchard avait passé une loi spéciale pour que les infirmières retournent travailler, et l'opposition à laquelle j'appartenais avait voté contre cette loi. À mon avis, c'était une grave erreur que de voter contre cette loi. Aujourd'hui, je le dis très candidement, très franchement, c'était une grève illégale. Nous aurions dû supporter le gouvernement, mais tout ça pour dire que des fois, dans l'opposition, on est seulement le porte-voix de ceux qui s'opposent. Hein? Je reviens toujours à ça. Le rôle de l'opposition, c'est le porte-voix. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas vos convictions totalement tout le temps, mais vous êtes là pour exprimer ceux qui sont en désaccord. Mais parfois, l'opposition le joue trop. Et cette fois-là, je pense que nous aurions dû appuyer le gouvernement dans cette loi spéciale. Aujourd'hui, j'en conviens tout à fait. Vous aviez la réputation, le qualificatif de dame de fer en référence à Margaret Thatcher. Est-ce que c'est un qualificatif qui vous allait bien? Je dirais que oui. Oui. D'abord, contrairement à bien des gens, moi, j'estime que c'est Mme Thatcher qui a sauvé l'Angleterre. C'était vraiment épouvantable en Angleterre. Et moi, j'avais vécu 4 ans et demi en Angleterre, rappelez-vous. Je m'étais mariée à Londres, j'ai eu mes enfants à Londres. Et j'estime que Mme Thatcher, elle a fait un virage en Angleterre pour revoir les façons de faire. Et j'estime qu'elle a remis le bateau sur des rails pour aller dans la bonne direction. Est-ce qu'elle a exagéré à un moment donné? Peut-être avec sa poll tax, là, où elle avait chargé une taxe identique à tout le monde. Puis je pense qu'elle favorisait ses comtés par rapport à d'autres. Mais en tout cas, c'est surtout que la taxe était identique pour tout le monde. Et donc, elle avait été renversée à cause de ça. Elle avait fait son temps. Vous savez, quand on joue un rôle comme ça, important de remettre un État sur les rails, on perd des appuis. C'est normal. Et donc, moi, je n'ai jamais été contre ce qualificatif de dame de fer. J'estime, d'ailleurs, une amie un jour me dit, Monique, ça n'a pas d'allure, on te compare à Mme Thatcher. Je dis, écoute, c'est parfait. Parce qu'en politique, il faut que les gens te donnent une étiquette et il faut qu'ils sachent de quelle bois tu te chauffes. Moi, ils savaient que je me chauffais de la rigueur, et donc, ça ne m'a pas nui qu'on m'ait appelée la dame de fer, la dame à la sacoche. Encore aujourd'hui, on m'arrête sur la rue, puis on me dit, Madame, est-ce que vous pouvez me donner votre sacoche, etc. Mon sac à main, d'ailleurs, qui s'est vendu, vous savez, pour 5 000 $ aux enchères. Hein? Il s'est vendu aux enchères pour 5 000 $. C'est un prix bien payé pour une sacoche. Bien payé pour une sacoche. Puis elle était vide. Elle était vide. Alors, tout ça pour dire que non, ces étiquettes ne m'ont pas gênée, pas du tout. Au contraire. C'était une insulte? Non, c'était un compliment? Pas du tout. Pas du tout. Non, la dame de fer, ça m'a qualifiée comme étant une personne plus rigoureuse qu'une personne négative ou quelque chose comme ça. Et je l'ai pris comme étant comme ça. Peut-être à tort, mais moi, j'estime que c'était positif. Moi, j'ai vu ça comme étant positif. Ça me convenait d'être ça. Dans le domaine de la construction, il y a un autre qualificatif qui vous est accolé à votre titre, c'était celle du syndrome de la pépine. C'était quoi ça? Alors, à titre de président du Conseil du Trésor, j'arrivais au Conseil du Trésor, puis tout à coup, oups, il y avait eu un dépassement de coût. Il fallait voter encore de nouveaux crédits pour un projet. Puis je vois que ça s'est répété encore. Et donc, pour moi, là, c'était incroyable d'être obligé de revenir constamment chercher de l'argent que j'appelais des poches des contribuables pour un projet qui avait été mal attaché, mal évalué. Et ça, en politique, c'est très fréquent, M. Morin. On va sous-évaluer le projet
pour le faire accepter de ses collègues. Donc, on ne donne pas l'heure juste du projet. On le fait accepter, puis après ça, s'il y a des dépassements de coûts, ben, on reviendra au Trésor. Alors moi, j'avais dit aux gens, le syndrome de la pépine, avant d'aller creuser le trou, je veux avoir le prix que ça va coûter et je veux savoir tout le prix et comment ça va fonctionner. Alors, j'avais dit, d'ailleurs, j'avais fait des blagues à ce moment-là, j'avais dit que c'est ça, le syndrome de la pépine. J'avais dit même que c'était un gène des hommes. Parce que j'expliquais que mon petit-fils, Louis, et William, la même chose, ils en avaient je ne sais pas combien de grues, des jaunes, des oranges, des vertes. Et un jour, je gardais mes petits-fils et je suis allée me promener avec eux, puis il y avait une pelle mécanique que j'ai nommée Pépine dans le langage québécois. Et là, il était complètement médusé devant ce spectacle. Il l'a regardé pendant je ne sais pas combien de temps. On ne pouvait plus finir de regarder tant il était impressionné. Et j'ai dit à ce moment-là, il y a un gène chez les hommes de Pépine. Ils veulent voir le trou, creuser le trou. Dès que ça arrive, là, ça, là, là, finalement, ça devient... On dirait que ça devient concret pour eux. Nous, les femmes, ce qui est important, c'est que ce soit bien planifié. Enfin, quant à moi. Moi, c'est pour ça que j'estimais que c'était un gène. C'était plus qu'un syndrome, c'était devenu un gène, ce syndrome de la pépine. Alors, effectivement, on m'a appelée Madame Pépine. Alors, la pépine, la sacoche, ce sont tous des qualificatifs qu'on m'a donnés qui reflétaient parfaitement qui j'étais. Je dois dire que les gens, les journalistes qui m'ont étiqueté comme ça, ils ont bien vu. Ils ont été corrects de m'identifier comme ça. Le syndrome de la pépine, là, de voir où on s'en va avec un projet, pas seulement le début, mais la finalité, ça rejoignait un peu les principes des PPP. Et ça, avez-vous réalisé vos objectifs? Parce que il me semble que ça a perdu de la vitesse de croisière au fil des ans. Vous avez raison, vous avez raison. Moi, on en a fait quand même beaucoup. On a fait la 25, la 30, la salle de l'OSM, l'hôpital de McGill, le CHUM de Montréal. On devait faire un hôpital à Québec en PPP. Je pense qu'ils ont changé d'idée parce que ma successeur a mis fin au PPP ou presque. À mon grand regret. À mon grand regret, effectivement, pour moi, la rigueur du PPP, la rigueur pas simplement des plans, mais du fonctionnement après. Les plans fonctionnels et techniques, de sorte que l'urgence va être à côté de la radiologie va être à côté de telle autre chose. Le fonctionnement, il faut que ce soit bien identifié par les gens qui vont le vivre, pas par le contracteur et l'architecte et l'ingénieur, là, par les médecins, les infirmières, les techniciens. C'est eux là, qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, dans un PPP, tout ce monde-là est impliqué. Tout ce monde-là est impliqué. Il y avait une trentaine de comités qui devaient siéger pendant longtemps pour déterminer leurs besoins. Combien d'espace une salle d'opération de nos jours? Quelle est la grandeur? Comment ça s'est fait ailleurs, etc. Donc, pour moi, la rigueur, là, c'était important. Rappelez-vous mon mot d'ordre, la rigueur, la rigueur, la rigueur. Je l'ai répété 200 fois. Sauf que, sincèrement, je n'ai pas été capable de le vendre à l'opinion publique, aux médias. Mes collègues étaient plus très chauds. Les maisons d'ingénieurs n'aimaient pas ça. Les contracteurs n'aimaient pas ça. Les architectes n'aimaient pas ça. La seule récompense que j'ai aujourd'hui, c'est que tout en Ontario et presque au Canada se fait en PPP et nos maisons, nos architectes, nos maisons, nos gens qui ont travaillé ici sur les PPP sont reconnus maintenant à travers le monde pour aller vendre ce qu'ils savent ailleurs et gagner des contrats. Mais pourquoi ça ne continue pas? Écoutez, il y a eu une espèce d'aversion. Il y avait la même aversion en Ontario, d'ailleurs. Un jour, j'avais été donner une conférence sur les PPP, puis il y avait tout le monde à travers le Canada qui était là, et même des gens d'un peu partout.
Et il y avait des gens qui frappaient dans la porte des syndicalistes qui étaient contre. Quand j'étais en Angleterre, j'ai été visiter en Angleterre, les syndicats étaient contre. Mais à ce moment-là, Tony Blair avait continué à faire les partenariats publics-privés et il a maintenu le cap. Étant travailliste, il avait maintenu le cap qui avait été annoncé par Mme Thatcher dans ce dossier-là. Chez nous, il y a eu une aversion profonde à l'endroit de cette démarche, peut-être parce qu'on faisait appel à des firmes internationales. Donc, il y avait des perdants locaux, probablement. Moi, pour les grands projets, rappelez-vous, pour moi, il n'y avait que le payeur de taxes qui comptait, ou presque. Moi, j'étais président du Conseil du Trésor, je disais aux gens, moi, j'ai de l'argent que je vais chercher tous les jours, tous les matins. Quand un travailleur va travailler, rappelez-vous, j'en prends à peu près le quart de ce qu'il travaille tous les jours de l'année. Il se lève le matin. S'il travaille 8 heures par jour, moi, j'ai pris 2h30 à 3 heures tous les jours pour aller chercher l'argent dans ses poches. Donc, j'étais là, consciente de ça constamment. Et je savais qu'on était très taxés au Québec et que les gens votent avec leurs pieds. Hein? Les jeunes qui finissent dans nos universités de nos jours, ils n'ont plus cette passion pour le Québec que j'avais, moi, là, dans les années 60. Eux autres, le monde, c'est leur environnement. Le monde ne les effraie plus. Ils ont été sur Facebook, ils ont été sur Twitter, ils ont regardé partout sur le monde, sur Google. Ils voient tout ce qui... Donc, par conséquent, s'expatrier pour eux, c'est très facile. Très facile. Ils le font allègrement, d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'était très important d'être extrêmement performant. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis beaucoup battue pour ça. J'estime que c'est encore une excellente approche pour apporter de la discipline dans les contrats publics du gouvernement, surtout au niveau dans la construction. Dans votre objectif de réduire la taille de l'État, il était question de privatisation ou d'abolition d'organismes d'État, d'organismes publics. Ça n'a pas eu le grand succès. Puis d'ailleurs, d'autres ont essayé avant vous et ces organismes-là sont, pour la plupart, encore en place. Bien, l'idée de revoir le rôle de l'État, c'était pas automatiquement d'aller mettre fin à des organismes. Rappelez-vous, pour chaque organisme, j'avais mis des gens de l'extérieur qui les regardaient et qui nous faisaient des recommandations. Donc, quand on ne les a pas abolis, c'est parce qu'ils nous ont recommandé de ne pas les abolir. Moi, je n'étais pas là pour aller détruire ce qui fonctionnait. J'étais là pour d'augmenter la performance. Est-ce que j'ai complètement réussi? Moi, j'estime que revoir le rôle de l'État, c'est quelque chose qu'on doit faire en continuité. Peut-être qu'on s'était donné des grandes missions d'aller revoir le rôle de l'État. Je pense qu'il faut être plus modeste dans la vie et dire que c'est un rôle que tous les gouvernements doivent faire, s'interroger en continu du rôle de chaque organisme et de mettre peut-être une clause crépusculaire à tous les organismes, de sorte que si on le renouvelle, c'est qu'on est obligé de le renouveler. Ça pourrait être une bonne approche, mais c'est très difficile d'arrêter des choses, même des subventions à des organismes, c'est difficile de les arrêter. J'avais des collègues qui venaient me voir. Moi, je disais, écoute, là, on a fait ça supposément pendant 4 ans ou 8 ans. C'est fini le temps. Oui, mais Monique, ils ne pourront pas survivre, etc. Bon, OK, on va le diminuer progressivement. Donc, on va couper 20 % par année pour les 5 prochaines années. Fais-tu qu'au bout de 3 ans, le ministre venait encore pleurer pour qu'on retarde encore sur 5 ans? Alors, les gens apprennent, le gouvernement, apprennent à avoir des subventions, apprennent, même les entreprises, hein, ils apprennent à recevoir des subventions. Donc, une dépendance. Puis, une dépendance. Puis pas simplement au Québec, au Canada et aux États-Unis. Le drame, c'est qu'on pense que les Américains ne donnent pas subvention aux entreprises. Bien, j'ai des nouvelles à vous apprendre. Ils en donnent encore plus que nous en donnons. Ils aident les entreprises à venir s'établir chez eux en leur donnant le terrain, l'espace,
des vacances de taxes pendant 10 ans, etc. Donc, tout le monde le fait. Donc, à un moment donné, il faut se dire, tout le monde le fait, fais le don. Mais, à un moment donné, il faut se poser. Je parlais plus tôt, vous savez, des vases communicants. Quand vous le donnez à A, vous ne le donnez pas à B. Quand vous donnez à A, vous ne donnez pas pour les enfants autistiques. Okay? On a des priorités des fois, là. Moi, les enfants qui souffrent de problèmes d'apprentissage, c'est quelque chose... D'ailleurs, dans la négociation, c'est amusant, avec les centrales syndicales, notamment la CEQ à l'époque, qui avait fait sa première priorité, c'était les enfants ayant des problèmes d'apprentissage. Il fallait qu'on augmente le nombre de personnes qui travaillaient dans ces écoles. Première demande, seule demande. Ils ont changé de vocabulaire rapidement parce que j'ai dit oui, je suis d'accord. Vous voulez embaucher 1800 personnes, vous allez avoir 1800 personnes parce que vous le méritez. Il faut que vous ayez de l'aide. Alors évidemment, là, voyez-vous, ils étaient d'accord avec moi cette fois-là. Mais ils n'étaient pas d'accord avec moi quand j'ai gelé pendant 2 ans leur salaire. Mais disons que quand vous donnez à A, vous ne donnez pas à B. Et ça, il faut s'en rappeler tout le temps. En plus du Conseil du Trésor, vous étiez ministre responsable de la région de Montréal. Et il y a encore là une de vos déclarations qui a fait la manchette quand vous avez dit que l'eau de Montréal n'était pas de bonne qualité. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas de bonne qualité. J'ai dit qu'elle n'était pas de la meilleure qualité. Ça, c'est une de mes bourdes. Vous savez, en politique, on fait tous des bourdes. Moi, j'ai connu quelques bourdes. Je pourrais vous en mentionner d'autres, là. Il y a certainement l'eau de Montréal, c'en est une très bonne. Alors, nouvelle ministre, première conférence de presse, je m'en vais parler effectivement des PPP, d'autres façons de faire, de ne pas être à la fois chef d'orchestre et critique de l'orchestre. Autrement dit, il faut qu'il y ait une séparation entre la personne qui évalue et la personne qui donne la direction, parce qu'autrement, on est en conflit d'intérêts. On défend l'indéfendable. Et là, je m'en fais à ma première déclaration sur l'eau. Alors là, je revois mon Tom Mulcair, ministre de l'Environnement. Mais qu'est-ce que tu es allé dire? Là, j'ai senti durant la conférence de presse que je venais de commettre une bourde, parce que là, évidemment, les médias, toujours aussi chaleureux et aussi gentils, ils m'ont mangé là, vivante. Ils n'ont parlé que de l'eau pendant tout le reste de mon point de presse. Là, j'ai vu que j'étais vraiment dans l'eau chaude. Et là, Tom Mulcair, mais qu'est-ce que tu es allé te mêler de l'eau? C'est moi le ministre de l'Environnement, etc. Il avait parfaitement raison d'ailleurs, pauvre Tom. Alors là, Jean Charest, moi je quitte, je m'en vais. Jean Charest m'appelle et dit « Monique, je suis obligée d'aller défaire ce que tu as fait. » Bien, je dis « Écoute, défais-le, tu es payé pour ça. C'est ta job. Dès qu'on fait des bêtises, tu es censé aller réparer nos pots cassés. En voilà un pot cassé. » Et là, Jean Charest, puis là, je vois le maire de Montréal qui buvait l'eau. Par ailleurs, et c'est là que je vais venir corriger tout ça, il y avait à ce moment-là, 3 semaines plus tard, je pense que c'est dans la ville d'Anjou, où il fallait faire bouillir l'eau. À Rivière-des-Prairies, il fallait faire bouillir l'eau. Alors, Monique n'avait pas eu complètement tort. Elle n'aurait pas dû faire ça parce que c'était le travail de M. Mulcair, qui était ministre de l'Environnement. Donc, effectivement, c'était une bourde. Mais vous savez, en politique, on commet tous des bourdes. Et il faut avoir la modestie de reconnaître qu'on a fait des bourdes. Et moi, je savais rire de mes bourdes après. D'ailleurs, aux journalistes, des fois, je leur rappelais mon histoire de l'eau, puis ils étaient toujours étonnés que moi-même, je leur rappelle parce qu'ils faisaient semblant d'avoir oublié. Mais c'était une bourde, effectivement. Et c'était le travail du premier ministre d'aller corriger ma bêtise. Il l'a fait. Merci, Mme Jérôme Forget. On se revoit la semaine prochaine. D'accord, merci.